Il y a une chose, les gens s'imaginent que la retraite, c'est arrêter de travailler. Et c'est tout à fait faux. C'est pas arrêter de travailler. C'est prendre le temps de faire ce qu'on aime. C'est ça pour moi, la retraite. Quand on parlait de retraite, Suzanne et moi, c'est ça. Enfin, on va avoir le temps de penser à nous autres. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un homme passionné. Un homme de 88 ans qui est à la retraite depuis près de 20 ans, qui fabrique de magnifiques objets en bois, qui fait du théâtre et qui a fait de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul-Émile Poirier. Monsieur Poirier, vous avez 88 ans. C'est ça. Dans 2 ans, vous allez 90 ans, changer de décennie. Et ça fait 20 ans que vous êtes à la retraite. C'est exact. Et ces 20 années-là ont été riches en expériences de toutes sortes. On peut dire, oui. Hein? Vous êtes un homme curieux, vous êtes un homme avec de la créativité, vous êtes un homme qui aimait ça, aller à la rencontre des gens. Et c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui, mais une de vos passions, c'est le bois. C'est vrai. Vous avez toujours été intéressé par le bois. Toujours. Vous étiez un manuel, mais c'est à l'âge de la retraite que vous vous êtes donné les moyens de vivre votre passion d'une façon plus régulière. C'est exact. Racontez-moi ça. Comment c'est venu, ça, là? Bon, d'abord, j'ai toujours aimé le travail du bois, excepté que je pouvais pas m'exprimer comme aujourd'hui parce que Suzanne et moi, on avait une famille, on était à Montréal, j'avais pas d'atelier et je devais gagner ma vie, comme tout le monde. Mais quand on est arrivé dans la Beauce en 1979, j'ai construit la maison. On avait décidé du plan ensemble. Et là, je n'avais pas d'emploi. Alors, j'ai parti le petit commerce de trophées. C'est que j'achetais des pièces de trophées et je faisais des montages. Et j'avais une machine à graver, je gravais sur le métal ce qu'on voulait écrire. Et ça, c'était votre gagne-pain à cette époque-là? C'était mon gagne-pain. Moi, je faisais le travail et Suzanne faisait la comptabilité. Et c'est là que j'ai fait cette salle-là, ici, qui servait de salle de monte et mon bureau. Et vous passez beaucoup d'heures par jour, par semaine, par mois, ou c'est selon votre humeur du moment? Quelle place que ça prend dans votre vie, ce beau passe-temps-là? Que je travaille pas mal 6 jours par semaine. Maintenant, le temps, ben, j'ai quand même le terrain à entretenir ici, là. Mais si on parle uniquement d'atelier, des fois, c'est 3 heures par jour, 4 heures, 5 heures. Encore une fois, ça dépend à quel état je me sens, si je file bien, si j'ai le goût. Maintenant, vu que je ne travaille jamais pour l'argent, j'ai jamais aucune pression. Si ça me prend un mois ou plus pour faire un article, c'est pas plus grave que ça. J'ai personne qui me dit « je travaille pas sur commande ». C'est comme ça que je fonctionne et j'aime ça comme ça. Vous y allez avec votre cœur, avec votre créativité, avec votre inspiration. Il n'y a pas de pression. Il y a vraiment comme quelque chose que vous avez envie d'exprimer à travers le bois. Exactement. Hein? C'est une forme d'expression. Vous êtes un artiste du bois, un artisan. Et vous exprimez quoi principalement, vous pensez? Qu'est-ce que vous cherchez à dire à travers cette passion-là que vous avez? C'est fun de se faire plaisir en travaillant. Ma vie de travailleur à Montréal, je me suis jamais senti heureux dans ça. Jamais. Et je me suis senti heureux quand je fais ce que je fais là. C'est moi qui décide ce que je vais faire, de quelle façon je vais le faire. J'ai travaillé aux Olympiques à Montréal, j'ai travaillé dans des manufactures de bois, j'ai été contremaître dans des petites usines, j'ai fait à peu près tout ça. Mais jamais je me suis senti aussi bien que
depuis ma retraite. Et un autre endroit où vous vous sentez très bien, c'est sur une scène, parce que vous faites du théâtre. Et on va se parler de ça dans quelques instants, M. Poirier. Bon. Nous avons découvert en compagnie de M. Poirier sa passion pour le bois, la création de magnifiques objets. Et nous savons aussi qu'il a une âme d'artiste, qu'il est un comédien à ses heures puisqu'il joue au théâtre. À la retraite, je vis pleinement. Alors, une autre passion, et celle-là, je pense que vous l'avez découverte à l'âge de la retraite, comparativement au bois qui sommeillait en vous depuis longtemps, c'est le théâtre. Racontez-moi comment est-ce que ça a pris vie, cette expérience-là, pour vous. D'abord, j'avais toujours rêvé de faire du théâtre. Surtout, je regardais des gens qui jouaient au théâtre et je me disais, j'aimerais donc ça faire ça. Et un jour, l'occasion s'est présentée. Venant de Suzanne, elle avait vu dans le journal qu'il y avait besoin de 100 comédiens pour une pièce de théâtre monumentale, un peu comme La Fabuleuse au Lac-Saint-Jean. Là. Alors, je me suis présenté et j'ai été accepté. On m'a donné un rôle assez difficile. Quel était ce rôle-là, M. Poirier? Rôle de curé, le premier curé qui est arrivé en Beauce. Parce que l'histoire en est, c'était la fondation de la Beauce. Les premiers colons qui arrivaient, ensuite leurs femmes, puis, et le curé. Et les curés de ce temps-là, ben, étaient très autoritaires. Il fallait un personnage autoritaire et en même temps religieux. Alors je rentre en faisant une immense bénédiction pour tous les colons. Et j'ai aimé beaucoup le rôle. Et j'ai surtout aimé tous les amis. On était 100 comédiens. Je pense que le plus jeune avait 3 ans et moi, j'étais probablement le plus vieux, encore une fois. Alors, on a joué 3 ans devant environ une trentaine de mille personnes à l'Arena. C'était des autobus en voyage organisé qui venaient voir la pièce. Et c'était majestueux. Et ça a été le début de votre carrière de comédien? Le début, c'est ça. Et là, un monsieur de Saint-Joseph m'a demandé si je serais intéressé à jouer dans une autre pièce. Et c'est comme ça que ça a parti. Et depuis 21 ans, j'ai joué tous les ans, et même 2 ou 3 pièces par année. Parce qu'au théâtre, le focus n'est pas juste sur toi et sur le groupe. Tandis que là, quand tu es en monologue, c'est toi. Tu n'as plus de te tromper. Il n'y a pas personne qui va te sortir. Alors, il faut que tu sois dans le personnage et que tu... Ça, j'ai aimé ça beaucoup. Et je pense que le metteur en scène a été satisfait aussi. Ça va continuer en autant que ma mémoire me le permettra. Alors ça, c'est un côté artiste aussi. Hein? On voit qu'à travers la création de vos œuvres en bois, à travers l'expression théâtrale, hein, il y a vraiment une fibre artistique à l'intérieur de vous, mais aussi quelque chose qui va à la rencontre des gens. Hein? Au théâtre, vous avez votre groupe et vous allez à la rencontre du public. Dans vos œuvres en bois, même si vous êtes seul dans votre atelier, vous partagez ça avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Donc, il y a quelque chose de relationnel aussi là-dedans. Exact. Et une autre belle expérience de vie qui a pris vie au tout début de votre retraite, c'est votre engagement communautaire, votre engagement bénévole dans d'autres pays en compagnie de votre épouse Suzanne. Et on va se parler de ça dans quelques instants, M. Poirier. Ça me va. Le début de la retraite a sonné il y a une vingtaine d'années. Vous vous êtes mis à ce moment-là à créer des beaux objets en bois. Vous avez commencé à faire du théâtre. Mais vous qui aviez beaucoup voyagé avec Suzanne en tant que touriste, vous avez décidé de vous impliquer comme bénévole, donc une belle implication communautaire dans différents pays. Racontez-moi ça, ce bout-là. Comment est-ce que vous avez accepté d'aller partager de votre temps, de vos talents avec des gens qui vivent dans d'autres pays? Bon, la première aventure, c'était avec le père Marcoux,
de Beaumont, qui avait besoin de bénévoles parce qu'il était au Guatemala, à Playa Grande, dans les montagnes, avec les Mayas. Il voulait des bénévoles, alors on a sauté dans l'aventure, et là, ça a été une aventure. Il nous avait dit, on est bien, vous allez... C'était la pauvreté extrême. J'ai été piqué par un scorpion et crois-moi, ça fait mal. On a été là 1 mois. Et au bout d'1 mois, le père dit, OK, vous retournez dans un bel autobus, l'air climatisé. Il était climatisé, il n'y avait même pas de vitre. Pas de vitre, il y avait des trous dans le plancher. Là, on faisait dans ça 8 heures dans les montagnes avant d'arriver à la ville. Ça, c'était la première. Ensuite, on a continué avec un organisme qui s'appelle Cassira, qui ont des bénévoles un peu partout dans le monde. Alors, ça nous a permis d'aller au Pérou, au Guatemala, au Brésil, en Argentine, au Cambodge. On partait toujours pour environ 1 mois. Et le salaire dans ça, c'était qu'on avait droit à des déductions d'impôts. C'est tout ce qu'on avait. Alors, si les gens pensent qu'on était payé, absolument pas. C'était vraiment du bénévolat. Oui. C'était des projets communautaires auxquels vous contribuiez. Exact. Et que vous alliez là à la rencontre des gens de ces différents peuples-là. Qu'est-ce que ça vous a donné au niveau humain? Une des places les plus extraordinaires, c'est qu'on est allé vivre dans un orphelinat 1 mois avec des enfants de 3 ans à 16 ans. Alors, c'était assez spécial. Mais tout ce que tu pouvais donner à ces enfants-là, c'était de les aimer. Je me rappelle, quand on est arrivé là, les enfants te regardent, tout à coup, il y a un qui veut ça, puis il vient te prendre par la main. Celui-là, il t'a adopté. Et c'est arrivé dans notre cas. On avait une fille d'une 12aine d'années, et il fallait qu'elle s'assoie avec nous autres à la table. Alors ça a été humainement la plus belle expérience. Dans tout ce que j'ai fait, moi, on a été dans des endroits, du point de vue d'hygiène, tellement c'était mal propre. Et je n'ai même pas jamais eu une diarrhée. Je n'ai jamais strictement rien eu. Et puis, à 80 ans, là, c'est plus difficile un peu. Les gens te trouvent un peu vieux, puis ils commencent à se poser des questions. Parce que là-bas, le travail, c'était toujours du pic puis de la pelle, du gros travail, là. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont à l'âge de la retraite ou qui prévoient leur retraite et qui sont en train de la planifier, la retraite? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux gens pour que cette étape importante-là de la vie soit riche, soit pleine de sens, soit une vie qu'on continue de vouloir active et plaisante? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Il y a une chose, les gens s'imaginent que la retraite, c'est arrêter de travailler. Et c'est tout à fait faux. C'est pas arrêter de travailler. C'est prendre le temps de faire ce qu'on aime. C'est ça pour moi, la retraite. Quand on parlait de retraite, tu disais, moi, c'est ça. Enfin, on va avoir le temps de penser à nous autres. Et je me verrais très mal, moi, assis là, dans mon salon devant TV. Je suis un lève-tôt à 6 h le matin, aller jusqu'à 10 h le soir. Alors, j'occupe mes mains et j'occupe mon esprit avec le théâtre. Et qu'est-ce que je donnerais si je pouvais donner un conseil, c'est pas de mes habitudes, de dire aux personnes âgées qu'il y a d'autres choses. C'est de faire profiter les autres de ce que tu sais. Moi, je me dis souvent qu'un homme de mon âge qui meurt, c'est une encyclopédie qui vient de mourir. Et ça, je pense que je ne sais pas si les jeunes s'imaginent que c'est ça. Moi, je regarde, je pense à mon père, qui n'est pas mort vieux quand même, mais je dis pourquoi je ne lui ai pas demandé quand il était en vie. Et probablement, quand je ne serai plus là, plus tard possible, mes enfants vont dire la même chose. Pourquoi qu'on n'a pas demandé? Pourquoi qu'on n'a pas partagé avec lui son vécu, son expérience? C'est ça que je dis aux gens. Si vous avez encore la santé, faites-y attention et profitez des années qui vous restent à vivre, mais exprimez-vous de la façon où vous allez être heureux. Quel beau message!
dans votre atelier que vous avez construit en prévision de votre retraite. Dites-moi, à l'intérieur de vous, là, dans votre tête, dans votre cœur, comment vous vous êtes préparé justement à la retraite? D'abord, quand on est arrivé de Montréal, j'avais plus d'emploi. J'ai construit la maison, on avait préparé le plan à Montréal. Et après ça, j'ai fait une petite atelier. C'était pas comme ça, ça a été refait. On a fait 2 ateliers. C'était beaucoup plus petit. Et là, vu que je voulais avoir de la machinerie et commencer à travailler le bois, un de mes rêves, j'ai bâti cet autre atelier-là après la maison, peut-être 4-5 ans après la maison, l'atelier qu'on a présentement, où on est. C'est facile quand tu rêves de quelque chose, tout à coup, ça se réalise. Ça venait au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Suzanne était toujours comme enseignante et moi, je n'avais plus d'emploi. Alors, j'ai travaillé ici un peu sur la construction avec un de mes frères et c'est là que Suzanne m'est arrivée avec le plan des trophées. J'achetais des pièces de trophées que je faisais venir de l'Ontario et qu'ici, je faisais des montages. Et je faisais des plaques en bois pour les anniversaires de mariage et de naissance. Et puis, j'avais une machine à graver, manuelle. Et plus tard, j'ai eu une machine à graver, là, une moderne, là, électronique, où puis je m'en allais travailler et la machine faisait le travail pour moi, un genre de robot. Là. Et ça, j'ai aimé ça beaucoup. J'ai fait ça durant 20 ans. Ça veut dire que vous aviez ça à l'intérieur de vous depuis toutes ces années-là. Hein? Et là, maintenant que vous êtes à la retraite, vous êtes libre de votre temps, vous êtes libre de créer quand vous le voulez, vous êtes libre de créer ce que vous voulez. Donc, il y a une grande liberté à travers tout ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On a une super de belle famille. On a des contacts qui n'ont jamais rien eu. Ils viennent ici, on fait des parties, on s'amuse, on prend une bouteille de vin, on va voir nos petits-enfants. Été chercheur d'or, j'ai trouvé de l'or. Là, il y a une de mes petites filles qui veut venir avec moi, qui lui montre comment trouver de l'or. On n'en trouvera pas, mais il faut m'arranger pour qu'on en trouve, parce que moi, je vais mettre une petite pépite, là. Puis je lui dirai jamais. Alors, vous allez agrémenter la vie. Et ce que je retiens en vous écoutant, M. Poirier, c'est que vous aviez un rêve qui était à l'intérieur de vous depuis toutes ces années-là et que vous avez entendu le rêve pour vraiment le réaliser. Mes 2 passions, le théâtre et ce que je fais là, c'était mes 2 passions. Évidemment, Suzanne était avant ça, là. Mais ça a été mes 2 passions. Ouais. Et je les ai réalisées pleinement. Même que j'ai voulu me retirer du théâtre à cause de mon âge, je me suis retenu. J'ai jamais question. Si c'est pour ça, occupe-toi pas, on va toujours te trouver un rôle qui va te convenir. Alors, c'est toujours lui qui écrit les pièces, alors il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, l'avenir. Bon, l'avenir, je dis toujours, si je suis chanceux, dans 5 ans, ça sera fini. Mais, à un moment, on fonctionne encore. Ce qu'on a mis de côté, les gros voyages, on n'en parle plus. Ça va être des petits voyages alentours et notre famille. Alors, une retraite, M. Poirier, ça se prépare. Ça se prépare concrètement pour vous, la création de cet atelier-là, mais ça se prépare bien avant ça, en étant à l'écoute de qui est à l'intérieur de nous. Alors, donnons vie à nos projets, M. Poirier. Merci. Artisan du bois, acteur au théâtre, bénévole en aide humanitaire, mon invité d'aujourd'hui, M. Paul-Émile Poirier, a généreusement partagé avec nous le fruit de ses passions, qui, je l'espère, saura vous inspirer.